Mais souvent les choses qu'il ne connaissait pas, qu'il redoutait maintenant de connaître, c'est Odette elle-même qui les lui révélait spontanément. Et sans s'en rendre compte. En effet, l'écart que le vice mettait entre la vie réelle d'Odette et la vie relativement innocente que Swann avait cru, et bien souvent croyait encore, que menait sa maîtresse, cet écart, Odette en ignorait l'étendue. Un être vicieux, affectant toujours la même vertu devant les êtres de qui il ne veut pas que soient soupçonnés ses vices, n'a pas de contrôle pour se rendre compte combien ceux-ci, dont la croissance continue est insensible pour lui-même, l'entraînent peu à peu loin des façons de vivre normales. Dans leur cohabitation, au sein de l'esprit d'Odette, avec le souvenir des actions qu'elle cachait à Swann, d'autres peu à peu en recevaient le reflet, et étaient contagionnés par elle, sans qu'elle pût leur trouver rien d'étrange, sans qu'elle détonasse dans le milieu particulier où elle les faisait vivre en elle. Mais si elle les racontait à Swann, il était épouvanté par la révélation de l'ambiance qu'elle trahissait. Un jour, il cherchait, sans blesser Odette, à lui demander si elle n'avait jamais été chez des entremetteuses. À vrai dire, il était convaincu que non. La lecture de la lettre anonyme en avait introduit la supposition dans son intelligence, mais d'une façon mécanique. Elle n'y avait rencontré aucune créance, mais en fait y était restée. Et Swann, pour être débarrassé de la présence purement matérielle mais pourtant gênante du soupçon, souhaitait qu'Odette l'extirpât. « Oh, non, ce n'est pas que je ne sois pas persécutée pour cela, » ajouta-t-elle, en dévoilant dans un sourire une satisfaction de vanité qu'elle ne s'apercevait plus ne pas pouvoir paraître légitime à Swann. « Il y en a une qui est encore restée plus de 2 heures hier à m'attendre. Elle me proposait n'importe quel prix. Il paraît qu'il y a un ambassadeur qui lui a dit « Je me tue si vous ne me l'amenez pas ». On lui a dit que j'étais sorti. J'ai fini par aller moi-même lui parler pour qu'elle s'en aille. J'aurais voulu que tu vois comme je l'ai reçue. Ma femme de chambre qui m'entendait de la pièce voisine m'a dit que je criais à tue-tête. Mais puisque je vous dis que je ne veux pas, c'est une idée comme ça ne me plaît pas. Je pense que je suis libre de faire ce que je veux, tout de même. Si j'avais besoin d'argent, je comprends. Le concierge a ordre de ne plus la laisser entrer. Il dira que je suis à la campagne. Ah, j'aurais voulu que tu sois caché quelque part. Je crois que tu aurais été content, mon chéri. Elle a du bon, tout de même. Tu vois, ta petite Odette, quoiqu'on la trouve si détestable. D'ailleurs, ses aveux même, quand elle lui en faisait, de fautes qu'elle le supposait avoir découvertes, servaient plutôt pour Swann de point de départ à de nouveaux doutes qu'il ne mettait un terme aux anciens. Car il n'était jamais exactement proportionné à ceux-ci. Odette avait eu beau retrancher de sa confession tout l'essentiel, il restait dans l'accessoire quelque chose que Swann n'avait jamais imaginé, qui l'accablait de sa nouveauté et allait lui permettre de changer les termes du problème de sa jalousie. Et ses aveux, il ne pouvait plus les oublier. Son âme les charriait, les rejetait, les berçait, comme des cadavres. Et elle en était empoisonnée. Une fois, elle lui parla d'une visite que Forcheville lui avait faite le jour de la fête de Paris-Murcie. « Comment? Tu le connaissais déjà ?»« Ah oui, c'est vrai, dit-il, en se reprenant pour ne pas paraître l'avoir ignoré. Et tout d'un coup, il se mit à trembler à la pensée que le jour de cette fête de Paris-Murcie, où il avait reçu d'elle la lettre qu'il avait si précieusement gardée, elle déjeunait peut-être avec Forcheville à la Maison d'Or. Elle lui jura que non. Pourtant, la Maison d'Or me rappelle je ne sais quoi, et j'ai su ne pas être vrai, lui dit-il pour l'effrayer. Oui, que je n'y étais pas allé le soir où je t'ai dit que j'en sortais quand tu m'avais cherché chez Prévost, lui répondit-elle, croyant à son air qu'il le savait. Avec une décision où il y avait, beaucoup plus tôt que du cynisme, de la timidité, une peur de contrarier Swann et que par amour-propre elle voulait cacher.
puis le désir de lui montrer qu'elle pouvait être franche. Aussi frappa-t-elle avec une netteté et une vigueur de bourreau et qui était exempte de cruauté car Odette n'avait pas conscience du mal qu'elle faisait à Swann. Et même, elle se mit à rire, peut-être, il est vrai, surtout pour ne pas avoir l'air humilié, confus. C'est vrai que je n'avais pas été à la Maison Dorée, que je sortais de chez Forcheville. J'avais vraiment été chez Prévost. Ça, c'était pas de la blague. Il m'y avait rencontré et m'avait demandé d'entrer regarder ses gravures. Mais il était venu quelqu'un pour le voir. Je t'ai dit que je venais de la Maison d'Or, parce que j'avais peur que cela ne t'ennuie. Tu vois, c'était plutôt gentil de ma part. Mettons que j'ai eu tort. Au moins, je te le dis carrément. Quel intérêt aurais-je à ne pas te dire aussi bien que j'avais déjeuné avec lui le jour de la fête Paris-Murcie, si c'était vrai? D'autant plus qu'à ce moment-là, on ne se connaissait pas encore beaucoup tous les deux, dit chéri. Il lui sourit avec la lâcheté soudaine de l'être sans force qu'avaient fait de lui ces accablantes paroles. Ainsi, même dans les mois auxquels il n'avait jamais pu oser repenser parce qu'ils avaient été trop heureux, dans ces mois où elle l'avait aimé, elle lui mentait déjà. Aussi bien que ce moment, le premier soir qu'ils avaient fait Cattleya, où elle lui avait dit sortir de la maison dorée. Combien devait-il y en avoir eu d'autres, receleurs eux aussi, d'un mensonge que Swann n'avait pas soupçonné. Il se rappela qu'elle lui avait dit un jour « Je n'aurai qu'à dire à madame Verdurin que ma robe n'a pas été prête, que mon cab est venu en retard. Il y a toujours moyen de s'arranger. » À lui aussi probablement. Bien des fois où elle lui avait glissé de ces mots qui expliquent un retard, justifient un changement d'heure dans un rendez-vous. Ils avaient dû cacher, sans qu'il s'en fût douté alors, quelque chose qu'elle avait à faire avec un autre. Avec un autre à qui elle avait dit « Je n'aurai qu'à dire à Swann que ma robe n'a pas été prête, que mon cab est arrivé en retard. Il y a toujours moyen de s'arranger. » Et sous tous les souvenirs les plus doux que Swann, sous les paroles les plus simples que lui avait dites autrefois Odette, qu'il avait crues comme paroles d'évangile, sous les actions quotidiennes qu'elle lui avait racontées, sous les lieux les plus accoutumés, la maison de sa couturière, l'avenue du Bois, l'hippodrome, il sentait, dissimulé à la faveur de cet excédent de temps qui, dans les journées les plus détaillées, laisse encore du jeu, de la place, et peut servir de cachette à certaines actions, il sentait s'insinuer la présence possible et souterraine de mensonges qui lui rendaient ignoble tout ce qui lui était resté le plus cher. Ses meilleurs soirs, la rue La Pérouse elle-même qu'Odette avait toujours dû quitter à d'autres heures que celles qu'elle lui avait dites, faisant circuler partout un peu de la ténébreuse horreur qu'il avait ressentie en entendant l'aveu relatif à la maison dorée, et, comme les bêtes immondes dans la désolation de Ninive, ébranlant pierre à pierre tout son passé. Si maintenant il se détournait chaque fois que sa mémoire lui disait le nom cruel de la maison dorée, ce n'était plus, comme tout récemment encore à la soirée de madame de Sainte-Verte, parce qu'il lui rappelait un bonheur qu'il avait perdu depuis longtemps, mais un malheur qu'il venait seulement d'apprendre. Puis il en fut du nom de la maison dorée comme de celui de l'île du Bois. Il cessa peu à peu de faire souffrir Swann. Car ce que nous croyons notre amour, notre jalousie, n'est pas une même passion continue, indivisible. Il se compose d'une infinité d'amours successifs, de jalousies différentes qui sont éphémères, mais par leur multitude ininterrompue donnent l'impression de la continuité, l'illusion de l'unité. La vie de l'amour de Swann, la fidélité de sa jalousie, était faite de la mort, de l'infidélité, d'innombrables désirs, d'innombrables doutes, qui avaient tous Odette pour objet. S'il était resté longtemps sans la voir, ceux qui mourraient n'auraient pas été remplacés par d'autres. Mais la présence d'Odette continuait d'ensemencer le cœur de Swann de tendresse et de soupçons alternés.
Certains soirs, elle redevenait tout d'un coup avec lui d'une gentillesse dont elle l'avertissait durement qu'il devait profiter tout de suite, sous peine de ne pas la voir se renouveler avant des années. Il fallait rentrer immédiatement chez elle, faire Cattleya. Et ce désir qu'elle prétendait avoir de lui était si soudain, si inexplicable, si impérieux, les caresses qu'elle lui prodiguait ensuite si démonstratives et si insolites, que cette tendresse brutale et sans vraisemblance faisait autant de chagrin à Swann qu'un mensonge et qu'une méchanceté. Un soir qu'il était ainsi, sur l'ordre qu'elle lui en avait donné, rentrait avec elle, et qu'elle entremêlait ses baisers de paroles passionnées qui contrastaient avec sa sécheresse ordinaire, il crut tout d'un coup entendre du bruit. Il se leva, chercha partout, ne trouva personne, mais n'eut pas le courage de reprendre sa place auprès d'elle, qui alors, au comble de la rage, brisa un vase et dit à Swann : « On ne peut jamais rien faire avec toi !» Et il resta incertain si elle n'avait pas caché quelqu'un dont elle avait voulu faire souffrir la jalousie ou allumer l'essence. Quelquefois, il allait dans des maisons de rendez-vous, espérant apprendre quelque chose d'elle, sans oser la nommer cependant. « J'ai une petite qui va vous plaire, » disait l'entremetteuse. Et il restait 1 heure à causer tristement avec quelque pauvre fille étonnée qui ne fit rien de plus. Une toute jeune et ravissante lui dit un jour : « Ce que je voudrais, c'est trouver un ami. Alors il pourrait être sûr, je n'irai plus jamais avec personne. » Vraiment, crois-tu que ce soit possible qu'une femme soit touchée qu'on l'aime, ne vous trompe jamais ? Lui demanda Swann anxieusement. Pour sûr, ça dépend des caractères. Swann ne pouvait s'empêcher de dire à ses filles les mêmes choses qui auraient plu à la princesse d'Elhome. À celle qui cherchait un ami, il dit en souriant : « C'est gentil, tu as mis des yeux bleus de la couleur de ta ceinture. Vous aussi, vous avez des manchettes bleues. Comme nous avons une belle conversation pour un endroit de ce genre, je ne t'ennuie pas. Tu as peut-être affaire ? » ?»« Non, j'ai tout mon temps. Si vous m'auriez ennuyé, je vous l'aurais dit. Au contraire, j'aime bien vous entendre causer. Je suis très flatté. N'est-ce pas que nous causons gentiment ? Dit-il à l'entremetteuse qui venait d'entrer. Mais oui, c'est justement ce que je me disais. Comme ils sont sages, voilà. On vient maintenant pour causer chez moi. Le prince le disait l'autre jour, c'est bien mieux ici que chez sa femme. Il paraît que maintenant, dans le monde, elles ont toutes un genre. C'est un vrai scandale. Je vous quitte, je suis discrète. Et elle laissa Swann avec la fille qui avait les yeux bleus. Mais bientôt il se leva et lui dit adieu. Elle lui était indifférente. Elle ne connaissait pas Odette. Le peintre, ayant été malade, le docteur Cottard lui conseilla un voyage en mer. Plusieurs fidèles parlèrent de partir avec lui. Les Verdurin ne purent se résoudre à rester seuls, louèrent un yacht, puis s'en rendirent acquéreurs, et ainsi Odette fit de fréquentes croisières. Chaque fois qu'elle était partie depuis un peu de temps, Swann sentait qu'il commençait à se détacher d'elle. Mais comme si cette distance morale était proportionnée à la distance matérielle, dès qu'il savait Odette de retour, il ne pouvait pas rester sans la voir. Une fois, parti pour un mois seulement, croyait-il, soit qu'il eût été tenté en route, soit que M. Verdurin eût sournoisement arrangé les choses d'avance pour faire plaisir à sa femme et n'eût averti les fidèles qu'au fur et à mesure, d'Alger ils allèrent à Tunis, puis en Italie, puis en Grèce, à Constantinople, en Asie mineure. Le voyage durait depuis près d'1 an. Swann se sentait absolument tranquille, presque heureux. Bien que Mme Verdurin eût cherché à persuader au pianiste et au docteur Cottard que la tante de l'un et les malades de l'autre n'avaient aucun besoin d'eux, et qu'en tout cas il était imprudent de laisser Mme Cottard rentrer à Paris, que M. Verdurin assurait être en révolution, elle fut obligée de leur rendre leur liberté à Constantinople. Et le peintre partit avec eux. Un jour, peu après le retour de ces 3 voyageurs, Swann, voyant passer un omnibus pour le Luxembourg, où il avait affaire, avait sauté dedans,
et s'y était trouvé assis en face de madame Cottard, qui faisait sa tournée de visite de jour, en grande tenue, plumée au chapeau, robe de soie, manchon, en tout cas porte-carte et gants blancs nettoyés. Revêtue de ces insignes, quand il faisait sec, elle allait à pied d'une maison à l'autre, dans un même quartier, mais pour passer ensuite dans un quartier différent, usé de l'omnibus avec correspondance. Pendant les premiers instants, avant que la gentillesse native de la femme eût pu percer l'empesé de la petite bourgeoise, et ne sachant trop d'ailleurs si elle devait parler des Verdurins à Swann, elle tint tout naturellement, de sa voix lente, gauche et douce que par moments l'omnibus couvrait complètement de son tonnerre, des propos choisis parmi ceux qu'elle entendait et répétait dans les 25 maisons dont elle montait les étages dans une journée. Je ne vous demande pas, monsieur, si un homme dans le mouvement comme vous a vu, au Mirliton, le portrait de Machard, qui fait courir tout Paris. Eh bien, qu'en dites-vous? Êtes-vous dans le camp de ceux qui approuvent ou dans le camp de ceux qui blâment? Dans tous les salons, on ne parle que du portrait de Machard. On n'est pas chic, on n'est pas pur, on n'est pas dans le train si on ne donne pas son opinion sur le portrait de Machard. Swann ayant répondu qu'il n'avait pas vu ce portrait, madame Cottard eut peur de l'avoir blessé en l'obligeant à le confesser. Ah, c'est très bien. Au moins vous l'avouez franchement. Vous ne vous croyez pas déshonoré parce que vous n'avez pas vu le portrait de Machard. Je trouve cela très beau de votre part. Eh bien, moi je l'ai vu. Les avis sont partagés. Il y en a qui trouvent que c'est un peu léché, un peu crème fouettée. Moi, je le trouve idéal. Évidemment, elle ne ressemble pas aux femmes bleues et jaunes de notre ami Biche. Mais je dois vous l'avouer franchement, vous ne me trouverez pas très fin de siècle, mais je le dis comme je le pense. Je ne comprends pas. Mon Dieu, je reconnais les qualités qu'il y a dans le portrait de mon mari. C'est moins étrange que ce qu'il fait d'habitude, mais il a fallu qu'il lui fasse des moustaches bleues. Tandis que Machard, tenez, justement, le mari de l'ami chez qui je vais en ce moment, ce qui me donne le très grand plaisir de faire route avec vous, lui a promis, s'il est nommé à l'académie, c'est un des collègues du docteur, de lui faire son portrait par Machard. Évidemment, c'est un beau rêve. J'ai une autre amie qui prétend qu'elle aime mieux le Loir. Je ne suis qu'une pauvre profane, et le Loir est peut-être encore supérieur comme science. Mais je trouve que la première qualité d'un portrait, surtout quand il coûte 10 000 francs, est d'être ressemblant, et d'une ressemblance agréable. Ayant tenu ces propos que lui inspirait la hauteur de son aigrette, le chiffre de son porte-carte, le petit numéro tracé à l'encre dans ses gants par le teinturier et l'embarras de parler à Swann des Verdurins, madame Cottard, voyant qu'on était encore loin du coin de la rue Bonaparte où le conducteur devait l'arrêter, écouta son cœur qui lui conseillait d'autres paroles. Les oreilles ont dû vous teinter, monsieur, lui dit-elle, pendant le voyage que nous avons fait avec madame Verdurin. On ne parlait que de vous. Swann fut bien étonné. Il supposait que son nom n'était jamais proféré devant les Verdurins. D'ailleurs, ajouta madame Cottard, madame de Crécy était là, et c'est tout dire. Quand Odette est quelque part, elle ne peut jamais rester bien longtemps sans parler de vous. Et vous pensez que ce n'est pas en mal. Comment? Vous en doutez? Dit-elle, en voyant un geste sceptique de Swann. Et emportée par la sincérité de sa conviction, ne mettant d'ailleurs aucune mauvaise pensée sous ce mot qu'elle prenait seulement dans le sens où on l'emploie pour parler de l'affection qui unit des amis. Mais elle vous adore. Ah, je crois qu'il ne faudrait pas dire ça de vous devant elle. On serait bien arrangé. À propos de tout, si on voyait un tableau, par exemple, elle disait ah, s'il était là. C'est lui qui saurait vous dire si c'est authentique ou non. Il n'y a personne comme lui pour ça. Et à tout moment, elle demandait qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment? Si seulement il travaillait un peu. C'est malheureux, un garçon si doué, qu'il soit si paresseux. Vous me pardonnez, n'est-ce pas? En ce moment, je le vois. Il pense à nous. Il se demande où nous sommes. Elle a même eu un mot que j'ai trouvé bien joli. Monsieur Verdurin lui disait mais comment pouvez-vous voir ce qu'il fait en ce moment puisque vous êtes à 800 lieues de lui? Alors Odette lui a répondu rien n'est impossible à l'œil d'une amie.
Non, je vous jure, je ne vous dis pas cela pour vous flatter. Vous avez là une vraie amie, comme on n'en a pas beaucoup. Je vous dirai du reste que si vous ne le savez pas, vous êtes le seul. Madame Verdurin me le disait encore le dernier jour. Vous savez, les veilles de départ, on cause mieux. Je ne dis pas qu'Odette ne nous aime pas, mais tout ce que nous lui disons ne pèserait pas lourd auprès de ce que lui dirait monsieur Swann. Oh, mon Dieu, voilà que le conducteur m'arrête. En bavardant avec vous, j'allais laisser passer la rue Bonaparte. Me rendriez-vous le service de me dire si mon aigrette est droite? Et madame Cottard sortit de son manchon pour l'attendre à Swann, sa main gantée de blanc, d'où s'échappa, avec une correspondance, une vision de haute vie qui remplit l'omnibus, mêlée à l'odeur du teinturier. Et Swann se sentit débordé de tendresse pour elle, autant que pour madame Verdurin, et presque autant que pour Odette, car le sentiment qu'il éprouvait pour cette dernière, n'étant plus mêlé de douleur, n'était plus guère de l'amour. Tandis que la plateforme, il la suivait de ses yeux attendris, qui enfilait courageusement la rue Bonaparte, l'aigrette haute, d'une main relevant sa jupe, de l'autre tenant son entoucas et son porte-carte dont elle laissait voir le chiffre, laissant bâler devant elle son manchon. Pour faire concurrence au sentiment maladif que Swann avait pour Odette, madame Cottard, meilleure thérapeute que n'eût été son mari, avait greffé à côté d'eux d'autres sentiments, normaux ceux-là, de gratitude, d'amitié, des sentiments qui, dans l'esprit de Swann, rendraient Odette plus humaine, plus semblable aux autres femmes, parce que d'autres femmes aussi pouvaient les lui inspirer. Attrait sa transformation définitive en cette Odette aimée d'affection paisible, qu'il l'avait ramenée un soir après une fête chez le peintre boire un verre d'orangeade avec Forcheville, et près de qui Swann avait entrevu qu'il pourrait vivre heureux. Jadis, ayant souvent pensé avec terreur qu'un jour il cesserait d'être épris d'Odette, il s'était promis d'être vigilant et, dès qu'il sentirait que son amour commencerait à le quitter, de s'accrocher à lui, de le retenir. Mais voici qu'à l'affaiblissement de son amour correspondait simultanément un affaiblissement du désir de rester amoureux. Car on ne peut pas changer, c'est-à-dire devenir une autre personne, tout en continuant à obéir aux sentiments de celle qu'on n'est plus. Parfois, le nom aperçu dans un journal d'un des hommes qu'il supposait avoir pu être les amants d'Odette lui redonnait de la jalousie. Mais elle était bien légère, et comme elle lui prouvait qu'il n'était pas encore complètement sorti de ce temps où il avait tant souffert, mais aussi où il avait connu une manière de sentir si voluptueuse, et que les hasards de la route lui permettraient peut-être d'en apercevoir encore furtivement et de loin les beautés, cette jalousie lui procurait plutôt une excitation agréable, comme aux mornes parisiens qui quittent Venise pour retrouver la France. Un dernier moustique prouve que l'Italie et l'été ne sont pas encore bien loin. Mais le plus souvent, le temps si particulier de sa vie d'où il sortait, quand il faisait effort, sinon pour y rester du moins, pour en avoir une vision claire pendant qu'il le pouvait encore, il s'apercevait qu'il ne le pouvait déjà plus. Il aurait voulu apercevoir comme un paysage qui allait disparaître cet amour qu'il venait de quitter. Mais il est si difficile d'être double et de se donner le spectacle véridique d'un sentiment qu'on a cessé de posséder, que bientôt, l'obscurité se faisant dans son cerveau, il ne voyait plus rien, renonçait à regarder, retirait son lorgnon, on essuyait les verres, et il se disait qu'il valait mieux se reposer un peu, qu'il serait encore temps tout à l'heure, et se rencognait avec l'incuriosité dans l'engourdissement du voyageur ensommeillé qui rabat son chapeau sur ses yeux pour dormir dans le wagon qu'il sent l'entraîner de plus en plus vite, loin du pays où il a si longtemps vécu, et qu'il s'était promis de ne pas laisser fuir sans lui donner un dernier adieu. Même comme voyageur, s'il se réveille seulement en France, quand Swann ramassa par hasard près de lui la preuve que Forcheville avait été l'amant d'Odette, il s'aperçut qu'il n'en ressentait aucune douleur, que l'amour était loin maintenant, et regretta de n'avoir pas été averti du moment où il le quittait pour toujours. Et de même qu'avant d'embrasser Odette pour la première fois, il avait cherché à imprimer dans sa mémoire le visage qu'elle avait eu si longtemps pour lui et qu'allait transformer le souvenir de ce baiser, de même qu'il eût voulu, en penser au moins, avoir pu faire ses adieux, pendant qu'elle existait encore, à cette Odette, lui inspirant de l'amour, de la jalousie, à cette Odette lui causant des souffrances, et que maintenant il ne reverrait jamais.
Il se trompait. Il devait la revoir une fois encore, quelques semaines plus tard. Ce fut en dormant, dans le crépuscule d'un rêve. Il se promenait avec madame Verdurin, le docteur Cottard, un jeune homme en fait qu'il ne pouvait identifier, le peintre, Odette, Napoléon III et mon grand-père, sur un chemin qui suivait la mer et la surplombait à pic, tantôt de très haut, tantôt de quelques mètres seulement, de sorte qu'on montait et redescendait constamment. Ceux des promeneurs qui y redescendaient déjà n'étaient plus visibles à ceux qui montaient encore. Le peu de jour qui resta faiblissait, et il semblait alors qu'une nuit noire allait s'étendre immédiatement. Par moments, les vagues sautaient jusqu'au bord, et Swann sentait sur sa joue des éclaboussures glacées. Odette lui disait de les essuyer. Il ne pouvait pas, et en était confus vis-à-vis d'elle, ainsi que d'être en chemise de nuit. Il espérait qu'à cause de l'obscurité, on ne s'en rendrait pas compte. Mais cependant, madame Verdurin le fixa d'un regard étonné durant un long moment, pendant lequel il vit sa figure se déformer, son nez s'allonger, et qu'elle avait de grandes moustaches. Il se détourna pour regarder Odette. Ses joues étaient pâles, avec des petits points rouges, ses traits tirés, cernés, mais elle le regardait avec des yeux pleins de tendresse, prêts à se détacher comme des larmes pour tomber sur lui, et il se sentait l'aimer tellement qu'il aurait voulu l'emmener tout de suite. Tout d'un coup, Odette tourna son poignet, regarda une petite montre et dit « Il faut que je m'en aille ». Elle prenait congé de tout le monde. De la même façon, sans prendre à part Swann, sans lui dire où elle le reverrait le soir ou un autre jour. Il n'osa pas le lui demander. Il aurait voulu la suivre et était obligé, sans se retourner vers elle, de répondre en souriant à une question de madame Verdurin. Mais son cœur battait horriblement. Il éprouvait de la haine pour Odette. Il aurait voulu crever ses yeux qu'il aimait tant tout à l'heure, écraser ses joues sans fraîcheur. Il continuait à monter avec madame Verdurin, c'est-à-dire à s'éloigner à chaque pas d'Odette, qui descendait en sens inverse. Au bout d'une seconde, il y eut beaucoup d'heures qu'elle était partie. Le peintre fit remarquer à Swann que Napoléon III s'était éclipsé un instant après elle. « C'était certainement entendu entre eux, ajouta-t-il. Ils ont dû se rejoindre en bas de la côte, mais n'ont pas voulu dire adieu ensemble à cause des convenances. Elle est sa maîtresse. » Le jeune homme inconnu se mit à pleurer. Swann essaya de le consoler. « Après tout, elle a raison, » lui dit-il en lui essuyant les yeux et en lui ôtant son fais pour qu'il fût plus à son aise. « Je lui ai conseillé 10 fois. Pourquoi en être triste? C'était bien l'homme qui pouvait la comprendre. » Ainsi Swann se parlait-il à lui-même, car le jeune homme qu'il n'avait pu identifier d'abord était aussi lui. Comme certains romanciers, il avait distribué sa personnalité à 2 personnages, celui qui faisait le rêve et un qu'il voyait devant lui coiffé d'un fay. Quant à Napoléon III, c'est à Forcheville que quelques vagues associations d'idées, puis une certaine modification dans la physionomie habituelle du baron, enfin le grand cordon de la Légion d'honneur en sautoir, lui avait fait donner ce nom. Mais en réalité, et pour tout ce que le personnage présent dans le rêve lui représentait et lui rappelait, c'était bien Forcheville. Car d'images incomplètes et changeantes, Swann endormi tirait des déductions fausses, ayant d'ailleurs momentanément un tel pouvoir créateur qu'il se reproduisait par simple division comme certains organismes inférieurs. Avec la chaleur sentie de sa propre paume, il modelait le creux d'une main étrangère qu'il croyait serrée et, de sentiments et d'impressions dont il n'avait pas conscience encore, faisait naître comme des péripéties qui, par leur enchaînement logique, amèneraient à point nommé dans le sommeil de Swann le personnage nécessaire pour recevoir son amour ou provoquer son réveil. Une nuit noire se fit tout d'un coup. Un tocsin sonna. Des habitants passèrent en courant, se sauvant des maisons en flammes. Swann entendait le bruit des vagues qui sautaient et son cœur qui, avec la même violence, battait d'anxiété dans sa poitrine. Tout d'un coup, ses palpitations de cœur redoublèrent de vitesse. Il éprouva une souffrance, une nausée inexplicable. Un paysan couvert de brûlures lui jetait en passant: « Venez demander à Charlus où Odette est allée finir la soirée avec son camarade. Il a été avec elle autrefois et elle lui dit tout. C'est eux qui ont mis le feu. »
C'était son valet de chambre qui venait l'éveiller et lui disait: Monsieur, il est 8 heures et le coiffeur est là. Je lui ai dit de repasser dans 1 heure. Mais ces paroles, en pénétrant dans les ondes du sommeil où Swann était plongé, n'étaient arrivées jusqu'à sa conscience qu'en subissant cette déviation qui fait qu'au fond de l'eau un rayon paraît un soleil, de même qu'à un moment auparavant le bruit de la sonnette, prenant au fond de ses abîmes une sonorité de tocsin, avait enfanté l'épisode de l'incendie. Cependant le décor qu'il avait sous les yeux vola en poussière. Il ouvrit les yeux, entendit une dernière fois le bruit d'une des vagues de la mer qui s'éloignait. Il toucha sa joue. Elle était sèche, et pourtant il se rappelait la sensation de l'eau froide et le goût du sel. Il se leva, s'habilla. Il avait fait venir le coiffeur de bonne heure parce qu'il avait écrit la veille à mon grand-père qu'il irait dans l'après-midi à Combray, ayant appris que Madame de Cambremer, Mademoiselle Legrandin, devait y passer quelques jours. Associant dans son souvenir au charme de ce jeune visage celui d'une campagne où il n'était pas allé depuis si longtemps, il lui offrait ensemble un attrait qui l'avait décidé à quitter enfin Paris pour quelques jours. Comme les différents hasards qui nous mettent en présence de certaines personnes ne coïncident pas avec le temps où nous les aimons, mais, le dépassant, peuvent se produire avant qu'il commence à se répéter après qu'il a fini, les premières apparitions que fait dans notre vie un être destiné plus tard à nous plaire, prennent rétrospectivement à nos yeux une valeur d'avertissement, de présage. C'est de cette façon que Swann s'était souvent reporté à l'image d'Odette rencontrée au théâtre, ce premier soir où il ne songeait pas à la revoir jamais, et qu'il se rappelait maintenant la soirée de Madame de Sainte-Verte, où il avait présenté le général de Froberville à Madame de Cambremer. Les intérêts de notre vie sont si multiples qu'il n'est pas rare que dans une même circonstance les jalons d'un bonheur qui n'existe pas encore soient posés à côté de l'aggravation d'un chagrin dont nous souffrons. Et sans doute cela n'aurait pu arriver à Swann ailleurs que chez Madame de Sainte-Verte. Qui sait même, dans le cas où, ce soir-là, il se fût trouvé ailleurs, si d'autres bonheurs, d'autres chagrins ne lui seraient pas arrivés, et qui ensuite lui eussent paru avoir été inévitables. Mais ce qui lui semblait l'avoir été, c'était ce qui avait eu lieu, et il n'était pas loin de voir quelque chose de providentiel dans ce fait qu'il se fût décidé à aller à la soirée de Madame de Sainte-Verte, parce que son esprit désireux d'admirer la richesse d'invention de la vie, et incapable de se poser longtemps une question difficile, comme de savoir ce qui eût été le plus à souhaiter, considérait dans les souffrances qu'il avait éprouvées ce soir-là, et les plaisirs encore insoupçonnés qui germaient déjà, et entre lesquels la balance était trop difficile à établir, une sorte d'enchaînement nécessaire. Mais tandis que, 1 heure après son réveil, il donnait des indications au coiffeur pour que sa brosse ne se dérangeât pas en wagon, il repensa à son rêve. Il revit, comme il les avait sentis tout près de lui, le teint pâle d'Odette, les joues trop maigres, les traits tirés, les yeux battus, tout ce que, au cours des tendresses successives qui avaient fait de son durable amour pour Odette un long oubli de l'image première qu'il avait reçue d'elle, il avait cessé de remarquer depuis les premiers temps de leur liaison dans lesquels, sans doute, pendant qu'il dormait, sa mémoire en avait été chercher la sensation exacte. Et avec cette muflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux, et que baissait du même coup le niveau de sa moralité, il s'écria en lui-même: dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre.